Nous allons donc commencer. Je ne suis pas John Scheid, c'est John Scheid qui devrait présenter Madame Catherine Sousloff, mais il est absent de Paris aujourd'hui et il m'a demandé de le remplacer. Alors Madame Catherine Sousloff est à Paris, au Collège de France, dans le cadre d'une convention que nous avons avec le Peter Wall Institute for Advanced Studies de l'Université de British Columbia à Vancouver. Et cet accord a permis, au cours des années récentes, depuis 5 ans je crois, à un certain nombre de professeurs du Collège de France de se rendre à Vancouver et d'y séjourner. Je crois même que notre administrateur, Serge Haroche, est là-bas en ce moment. Et cela prouve la vitalité de ces échanges. Plusieurs collègues y ont été. Je sais que Anne Cheng y a séjourné, que Stanislas Dehaene y a séjourné, que Philippe Sansonetti y a séjourné. Enfin, beaucoup y sont allés. Et en échange, un certain nombre de collègues de l'Université de Colombie-Britannique sont venus ici. Alors cet Institute, Peter Wall Institute for Advanced Studies, c'est un peu comme l'Institut d'études avancées que nous avons à Paris, où Madame Sousloff a eu des activités. Évidemment, c'est beaucoup plus, beaucoup mieux fondé, beaucoup mieux financé que ne sont les petits instituts français. Mais ça ne nous interdit pas d'avoir un certain nombre d'échanges. Donc Madame Sousloff est professeure d'histoire de l'art à l'Université de Colombie-Britannique. Elle a travaillé sur beaucoup de sujets différents, puisque sa thèse portait sur le Bernin, je crois, oui, et qu'elle a navigué vers des périodes beaucoup plus modernes par la suite. Comme beaucoup d'historiens de l'art, elle a participé à un certain nombre de catalogues et d'expositions, et elle a beaucoup travaillé également sur les rapports entre l'art moderne et l'identité juive, sujet qui me semble particulièrement intéressant. Elle a enseigné dans plusieurs universités américaines, notamment pendant longtemps à Santa Cruz, une de ces universités les plus originales dans son mode de fonctionnement, interdisciplinaire. Et je crois que ça prouve l'un des grands intérêts de ses travaux et de ses recherches qui ont, depuis presque toujours, peut-être pas dans sa thèse, mais depuis, traversé les disciplines. Et je crois que c'est encore un exemple de cette ambition que nous allons pouvoir observer dans les 4 conférences qu'elle donnera ici, qui portent pour titre général Michel Foucault et la peinture. Alors, je voulais encore mentionner qu'elle avait donné les Sterling and Francine Clark Lectures, qui sont des lectures parmi les historiens de l'art aux États-Unis, qui sont assez célèbres. Et oui, donc elle va nous parler de Michel Foucault et de la peinture. Je ne voudrais pas trop anticiper sur ces 4 leçons, mais je sais, puisque j'ai lu la proposition qu'elle a faite dans cet échange entre le Collège de France et l'Université de Colombie-Britannique, je sais qu'elle nous parlera de ce dossier, elle ouvrira ce dossier dans l'ordre chronologique, en s'intéressant justement à la longue durée de l'intérêt de Michel Foucault pour la peinture, en commençant avec Velázquez. Je suppose qu'elle a déjà vu l'exposition qui est à Paris. Pas encore. Pas encore, pas encore. Mais moi non plus, je n'ai pas réussi à y entrer. Il paraît que c'est très difficile. Mais on pourrait peut-être y aller ensemble. Ouais. En tout cas, ça tombe bien, parce que peut-être que certains de vos éditeurs ont eu la chance, eux, de pouvoir voir cette exposition. Et elle nous parlera ensuite de
Manet, de Magritte et de Gérard Fromanger dans les prochaines leçons. Alors, je suis très heureux de vous accueillir au nom du Collège de France. Malheureusement, moi je vais partir au Japon demain, donc je manquerai en tout cas les 2 prochaines leçons. J'espère être là pour la dernière, de retour pour la dernière. Et je voudrais, avant de vous donner la parole, au nom de mes collègues et du collège, vous donner une médaille. Une médaille à votre nom, je crois qu'il y a votre nom qui est écrit quelque part, voilà, sur la tranche de la médaille. Merci beaucoup. Comment? Merci beaucoup. Alors, je sais c'est pas, très bien. En général, on les donne avant, on pourrait aussi les donner après, hein, mais on vous la donne avant la première. Et OK. je vous la laisse là, ne l'oubliez pas. Et je vous donne la parole en vous remerciant d'être parmi nous. Merci beaucoup pour l'honneur. Je remercie le Collège de France et Monsieur le professeur Scheid qui m'a invité et aussi Monsieur le professeur Campagnon qui m'a présenté. Je suis très honorée d'être ici où Michel Foucault a enseigné. Je commencerai par une brève historiographie. Le premier écrit développé de Michel Foucault sur la peinture est apparu en 1966 dans le premier chapitre des mots et les choses. Il s'y livre à une exploration des Ménines, le tableau de Diego Velázquez, considéré depuis longtemps comme l'une des œuvres majeures du genre. Foucault ayant hésité à inclure ce texte sur la peinture dans l'ouvrage qui devait faire sa célébrité, une version différente en était déjà parue dans la revue littéraire Le Mercure de France. Presque immédiatement, l'essai provoqua un commentaire de Jacques Lacan, sous la forme de séminaires faisant appel à des tableaux. Cette confrontation inhabituelle des interprétations philosophiques et psychoanalytiques autour d'une œuvre canonique détermina l'historien de l'art Hubert Damisch à considérer l'autorité des 2 approches dans son célèbre ouvrage « L'origine de la perspective ». Damisch aborde la peinture comme objet théorique et propose la perspective comme système de savoir ou objet de pensée, structurant notre approche du monde représenté dans des images. Les réactions des historiens de l'art, des philosophes et des historiens au chapitre sur les Ménines visent à la fois le statut canonique du tableau en histoire de l'art et l'interprétation hautement originale qu'en donne Foucault, dans le contexte d'un livre qui a soulevé des controverses, notamment en France. Dans les premières réactions, l'interprétation des Ménines est peu présente. Mais pour Damisch et d'autres historiens de l'art, cette interprétation est comme fondatrice. La situation a été différente dans le contexte anglo-américain. Le livre est paru sous le titre The Order of Things, An Archaeology of the Human Sciences. De façon significative,
Le titre du premier chapitre avait lui aussi été changé, les suivantes étant devenues Las Meninas, titre le plus communément donné aux tables dans le monde anglophone. La réception de ce chapitre dans les champs de la philosophie et de l'histoire de l'art et de l'esthétique en France, je recommence. La réception de ce chapitre dans les champs de la philosophie et de l'histoire de l'art américaine contribue à expliquer l'influence durable de la plus-lue des contributions de Foucault. Cette réception signale aussi les différences entre les pratiques de l'histoire de l'art et de l'esthétique en France et dans le monde anglo-américain. Ces pratiques critiques distinctes ont déterminé les réceptions diverses qu'ont connues les écrits de Foucault sur la peinture. C'est là que je me propose d'examiner dans cette série de conférences. En 1980, 10 ans après sa publication en anglais et 5 ans après la première visite de Foucault aux États-Unis, le chapitre sur les Ménines de The Order of Things provoqua une série de réévaluations du tableau lui-même et de commentaires sur la contribution de Foucault de la part d'historiens de l'art comme de philosophes. Commentaires qui se poursuivent encore aujourd'hui. On pourrait attribuer cette profusion de commentaires au contexte. En effet, entre 1970 et 80, pas moins de 10 ouvrages de Foucault avaient été traduits en anglais. Toutefois, le volume de critiques relatives à l'interprétation des Ménines par Foucault ne manque pas de signification pour ce qu'il en est de l'histoire de l'art en tant que discipline aujourd'hui. L'entrée de Foucault dans le champ de l'histoire de l'art américaine est tardive. Elle se fait alors que sa réputation dans d'autres domaines des humanités, comme on dit, était déjà haute. Il fallait rattraper le temps perdu. Je reviendrai sur les éléments clés de la volumineuse littérature savante consacrée aux Ménines. Le croisement de la critique historienne de l'art et philosophique contemporaine avec la peinture du XVIIe siècle et les écrits antérieurs à son sujet est une belle illustration de la valeur de l'argument archéologique rencontré dans les mots et les choses. Pour reprendre les termes du philosophie des sciences Georges Canguilhem, cette archéologie aura permis à Foucault de considérer la peinture comme un déplacement essentiel et comme une discontinuité énigmatique. La discontinuité rencontrée par Foucault dans la peinture annoncera une transformation dans l'histoire de la peinture elle-même, comme il le laisse entendre dans l'avant-propos à l'édition anglaise des mots et les choses. Je ne fais pas référence ici à la rupture postulée par Foucault et représentée pour lui par le tableau de Velázquez entre l'âge classique et la modernité. Je me réfère, si vous voulez, à un bouleversement dans l'historiographie traditionnelle de l'histoire de l'art anglo-américaine en tant que discipline. Bouleversement provoqué à l'origine par la dimension et la nature de l'approche critique des Ménines par Foucault dans les mots et les choses. Les écrits d'histoire de l'art sur les Ménines, antérieurs
remontent à l'époque de Velázquez. Ces textes que Foucault ne mentionne pas avaient une dimension internationale. On parle de la littérature américaine sur la lecture de Foucault ont intégré une bonne part de la littérature intérieure consacrée au tableau. En relation et en réponse à Foucault, cette littérature revisitée par des spécialistes, aussi bien que par des non-spécialistes, a été l'objet de critiques. La reconsidération américaine des Ménines entamée devrait donc être comprise comme étant à l'origine d'une longue période d'autoréflexion, ou plutôt d'autocritique, de la part de la discipline histoire de l'art à l'égard de ses approches et de ses méthodes. Cette activité critique autour des Ménines a été favorisée et encouragée par la réception de l'histoire sociale de l'art à partir du début des années 70 et par l'apparition simultanée dans la critique littéraire américaine des approches post-structuralistes. Selon moi, ce qui deviendra la New Art History doit beaucoup à Foucault. L'interprétation foucauldienne des Ménines a aidé les historiens de l'art à voir au-delà et au-dessous de la surface du tableau, pour reprendre les termes judicieux employés par Svetlana Alpers à l'époque. Par ce jugement, Alpers entend signifier que le chapitre des mots et les choses a fait mieux que créer un contexte d'interprétation pour un tableau d'importance interdisciplinaire, historique et philosophique, ne serait-ce que parce que ce chapitre apparaît en tête d'un livre dense sur la nature de la représentation linguistique à l'âge classique et sa signification pour la modernité. Le point de vue d'Alpers sur ce que l'interprétation de Foucault a produit sur l'histoire de l'art apparaît en propre aux méthodes d'iconologie et d'analyse formelle employées par la majorité de ses collègues anglo-américains de l'époque, qui avaient insisté sur l'importance de la surface et des formes visibles dans un tableau. Ces approches, et en particulier le type d'analyse iconographique pratiqué à l'époque par Erwin Panofsky et ses élèves, étaient implicitement ou explicitement remises en question par l'interprétation de la peinture canonique de Foucault. Dans la mesure où ces méthodes plus anciennes d'analyse de l'image étaient empruntées à une histoire de l'art et à une esthétique allemande, le chapitre sur les Ménines occupe un champ plus vaste que le texte lui-même, ce qui n'est pas étranger à sa bonne réception en France. C'est en ce sens méthodologique que le chapitre de Foucault a initié une rupture dans les disciplines, particulièrement dans le milieu américain. En 1980, ce chapitre sur les Ménines marque l'entrée de la French Theory dans le domaine de l'histoire de l'art et de ses préoccupations. Soulignons-le, ce texte fut le premier, chronologiquement parlant, car il a bénéficié d'une large attention critique avant que d'autres usages aient été faits de la French Theory dans cette discipline par le milieu savant anglo-américain.
De plus, l'examen des Ménines par Foucault concernait un tableau baroque, période qui n'était que peu à peu devenue centrale pour l'histoire de l'art aux États-Unis et en Grande-Bretagne après la Deuxième Guerre mondiale. Certes, les Ménines tenaient une place considérable dans les écrits d'histoire de l'art ancienne et très spécialisés, mais comme l'atteste la date et la multiplicité des réactions, le texte de Foucault a ouvert la voie à une variété d'approches nouvelles. Philosophie du langage, marxisme et histoire sociale de l'art. Rien d'étonnant donc à ce que Leo Steinberg, en 1941, ait trouvé dans le chapitre de Foucault non seulement une énigme épistémologique, mais en somme la vérification que toute peinture est un miroir de la conscience, comme il dit. La conclusion de Steinberg reprend le motif du miroir peint sur le mur du fond de la pièce figurant sur le tableau. Mais la conception du miroir de Steinberg puise plus profond que l'objet et le reflet du roi et la reine d'Espagne qui se trouvent. Pour décrire comment Foucault a révélé la signification essentielle de la peinture, il emprunte à la psychanalyse la métaphore complexe de miroir de la conscience. Ce faisant, il est clair que Steinberg s'appuie directement sur les propres mots de Foucault dans le nouvel avant-propos de l'édition anglaise eux-mêmes, où Foucault explique longuement que les processus et produits de la conscience scientifique appartiennent au côté négatif et inconscient. Produisant un de ces renversements dans lesquels il excelle, Foucault appelle cela un inconscient positif du savoir. Si, comme le dit Steinberg, la peinture est le miroir de la conscience, alors, selon Foucault, elle révèle ce qui résiste, la fait dévier ou la trouble. Elle montre l'inconscient. En guise d'explication, Steinberg évoque l'expansion de notre compréhension du rôle que joue la vision dans l'autodéfinition de l'homme, produit par le tableau. Surtout, Steinberg défend l'idée selon laquelle, ainsi que Foucault l'avait démontré, si cette peinture particulière pouvait avoir une telle profondeur théorique, alors, en utilisant son approche, toute peinture est en effet l'histoire de la peinture elle-même. J'ai déjà indiqué que le chapitre de Foucault consacré aux Ménines avait provoqué des débats chez les historiens de l'art, dont les échos résonnent encore aujourd'hui. Ces discussions ont notamment porté de façon croissante sur la culture visuelle et le rôle de la vision annoncé par Steinberg. Toutefois, et malgré des marques d'intérêt pour les textes sur la peinture suivant de Foucault, ces textes ont joué un rôle bien moindre dans l'historiographie de l'histoire de l'art que certains de ses autres écrits, tels que l'essai sur l'auteur ou les livres sur la sexualité. Je propose pour ma part de considérer les écrits de Foucault sur la peinture comme un tout, un ensemble. De ce fait, je soutiens que l'approche de l'histoire de l'art
par Foucault va bien au-delà des artistes et des œuvres particulières sur lesquelles il a écrit, pour s'entendre à une approche de la peinture en tant que question historique. C'est au sens chronologique que Foucault a écrit en tant qu'historien. Un philosophe aurait procédé différemment. Foucault qualifiait cette méthode d'histoire sérielle. Il a défini ainsi: l'histoire sérielle permet de faire apparaître en quelque sorte différentes couches d'événements dont les uns sont visibles, immédiatement connaissables, même par les contemporains. Et puis, au-dessus de ces événements, qui forment en quelque sorte l'écume de l'histoire, il y a d'autres événements qui sont des événements invisibles, imperceptibles pour les contemporains et qui sont une forme tout à fait différente. Comme nous l'avons vu, Alpers et Steinberg attirent l'attention sur ce que produit une telle approche de la peinture. Elle procure un niveau de connaissance plus profond que ses manifestations en surface. Elle procure aussi un accès à la face invisible de la peinture. Enfin, elle transforme la compréhension de la signification du monde visible. En plus, comme nous le verrons dans les essais postérieurs aux mots et les choses, le philosophe s'est intéressé à la peinture à un moment crucial de l'histoire de celle-ci, lorsque des idées nouvelles au sujet des images ont émergé à partir des théories antérieures, consacrées essentiellement à la peinture et à la photographie. Année cruciale, en effet, que ces années durant lesquelles les frontières entre la peinture et les autres médias se sont estompées, produisant une nouvelle appréhension de l'image. Les textes suivants de Foucault sur la peinture s'étendent sur une période d'environ 10 ans. Chacun traite des œuvres majeures d'un seul artiste. Foucault progresse selon un ordre chronologique qu'il appelle ordre sériel, d'analyse de chefs-d'œuvre de Velázquez au traitement dit monographique. En novembre 1967, juste après la publication longtemps attendue de Les mots et les choses, et en même temps que Archéologie du savoir, achevé en moins de 2 ans après, Foucault propose un livre sur Édouard Manet, dont le titre provisoire est « Le noir et la couleur ». Bien qu'il n'ait jamais terminé le livre, le nombre de conférences que Foucault a données sur Manet entre la fin de 1967 et 1971 au Japon, en Italie, en Tunisie et au Canada atteste son intérêt durable pour ce projet. L'ultime conférence intitulée « La peinture de Manet » fut donnée à Tunis. Elle a été enregistrée et a été transcrite en 2004, puis traduite en anglais en 2009. Compte tenu de l'histoire de ce texte, on est en droit de considérer que la conférence en question présente les résultats d'une recherche et non, comme certains commentateurs l'ont estimé, une simple ébauche inaboutie. Le surréaliste belge René Magritte a ensuite retenu l'attention de Foucault quand le peintre avait écrit au philosophe
immédiatement après la publication de Les mots et les choses. Notons en passant que dans les années 60, Lacan avait montré un grand intérêt pour Magritte et que ce dernier avait été ressuscité dans les cercles artistiques parisiens au cours de ces mêmes années, suscitant la curiosité d'une nouvelle génération de critiques français. Dans sa correspondance avec Foucault, Magritte exprime la priorité qui est la sienne, lui qui a pensé les relations entre les mots et les choses, bien avant que Foucault ne les ait explorées. La première lettre de l'artiste est datée du 23 mai 1966. Magritte est mort l'année après. Juste après le décès de l'artiste, Foucault a publié une recension, ici vous avez des lettres dans des écrits de Magritte. Juste après le décès de l'artiste, Foucault a publié une recension des essais de Panofsky sur l'iconologie, récemment traduit en français. Il avait titré son article paru dans le Nouvel Observateur, Les mots et les images. Sur la base de ce titre, les lettres de Magritte amèneront à l'évidence du philosophe à observer combien nombreux étaient les exemples de mots, de choses et d'images. Il était clair que personne n'était propriétaire de la question des mots et des images, en dépit des prétentions contraires de Magritte. Peu après la mort de Magritte, Foucault publia un article sur le peintre dans la revue Les Cahiers de chemin, intitulé « Ceci n'est pas une pipe », titre emprunté à un tableau du peintre. Il est intéressant de noter que cet article a été traduit assez rapidement en anglais dans le premier numéro d'Octobre, revue américaine consacrée à l'art contemporain. En 1973, lorsque Foucault fit paraître chez Fatamagona le livre illustré, également intitulé « Ceci n'est pas une pipe », il y inclut les 2 lettres que lui avait adressées Magritte. Je souhaite insister sur le fait que la note de l'éditeur qui précède The Order of Things établit la trajectoire de la pensée de Foucault concernant Magritte, car cette note apparaît au moment même où sont publiés les textes sur l'artiste. La note de l'éditeur annonce aussi au public anglophone le jeu de mots qu'il découvrira dans la publication de This is not a pipe dans la revue October, 6 ans plus tard. L'éditeur explique par ailleurs que le titre Les mots et les choses a été modifié car il existait déjà 2 livres en anglais qui portaient le titre Words and Things, sa traduction littérale. Ces 2 livres, l'un de Roger William Brown, l'autre de Ernst Gellner, avaient pour objet la philosophie du langage. Comme Foucault le savait pertinemment, ne serait-ce que par sa correspondance avec Magritte, à ces 2 ouvrages s'ajoutait un article de Magritte publié en 1929 dans La Révolution surréaliste et intitulé Les mots et les images. Ici, vous avez un exemple. Foucault s'était d'ailleurs ostensiblement approprié ce dernier titre pour sa recension des écrits de Panofsky.
Comme nous le verrons, les ambiguïtés de traduction et les questions de priorité chronologique soulevées par le titre intéressaient le philosophe. Les mots et les choses est une enquête sur le langage. Quant à ceci n'est pas une pipe, il a pour objet les images en tant qu'elles modifient le sens du langage dans les peintres à la fois graphiques et plastiques de Magritte. C'est devenu une sorte de truisme dans les études foucauldiennes que de souligner le rare don expressif du philosophe et le soin qu'il a porté au choix de ses titres truffés de jeux de mots et d'ironie. Dans son essai sur Magritte, les multiples versions et variantes de Ceci n'est pas une pipe sont largement traitées par Foucault, ce qui lui procure de nombreuses occasions de jeux de mots sur des mots accompagnés d'images. Ces versions multiples lui procurent également le matériau nécessaire à la poursuite de son propos d'alors, à savoir le langage et la représentation. Propos qu'il investit dans une enquête sur la peinture. La quatrième et dernière étude approfondie de Foucault sur la peinture est consacrée à Gérard Fromager. Fromager était un membre important du mouvement connu sous le nom figuration narrative et par ailleurs un allié dans la lutte pour la réforme des prisons menée par Foucault, sur laquelle celui-ci s'était exprimé lors d'une conférence à l'Université de Columbia. L'essai sur Fromager, la peinture photogénique, a été écrit en 1975 pour figurer dans le catalogue de l'exposition de l'artiste à la Galerie Jean Boucher à Paris. Le texte de Foucault n'a été publié en anglais que presque 25 ans après sa rédaction et 15 ans après la mort du philosophe. Alors qu'on pourrait s'attendre à ce que Foucault évoque son point de vue sur la réforme des prisons, partagé avec Fromager, le texte s'attache à questionner la signification de la peinture dans sa relation à l'histoire de la photographie. Ce faisant, le philosophe intervient ouvertement et associe son camarade à cette intervention dans le débat en cours sur la soi-disant fin de la peinture et sur la montée en puissance de l'imagerie photographique. Les écrits et entretiens de Foucault de cette période ne laissent pas de doute quant à son intérêt pour l'impact sur la photographie et les photographes ont sur la peinture de son époque. L'essai sur Fromager témoigne avec force des divergences d'approches françaises et anglo-américaines quant à la photographie et à la peinture à la fin des années 70. Divergences porteuses de sens pour Foucault. Ce dernier se distingue des approches américaines en manifestant une adhésion partisane à une manière de photographier plus ancienne et plus européenne, on peut dire, que recoupe l'expression photo d'art. Son texte tardif sur les photographies de son contemporain et ami Duane Michals doit également être considéré à cette lumière. Dans le monde anglo-américain,
l'essai sur Fromager n'a pas été considéré comme prenant parti sur la soi-disant crise de l'art provoquée par Dada, le pop art et l'art conceptuel. Ils ont mis en question la signification et le statut des formes intérieures de la représentation visuelle et en particulier la peinture. À l'époque, les critiques et les artistes américains observaient que la dématérialisation de l'objet artistique avait pour effet l'émergence de pratiques nouvelles dans le domaine de la photographie et de la performance. Les débats sur le statut de la peinture des années 70 et du début des années 80 se sont surtout déroulés dans les centres d'art de New York et de Londres. Pour Foucault, ces débats portaient moins sur la question du médium et de la performance que sur l'imagerie pop et la pauvreté du réalisme et la figuration sur le mode narratif. Foucault avait parfaitement identifié la position de Fromager et des autres artistes auxquels ce dernier était associé et qui consistait à refuser la direction conceptuelle, on peut dire non-painterly, non-picturale, prise par l'art contemporain américain et britannique. Mais si cette position tenait debout dans le contexte de la France, il n'en était pas de même dans le contexte anglo-américain. Avec le recul, il est clair que le soutien apporté par Foucault à la peinture figurative dans son texte sur Fromager a en partie conduit au silence critique à l'égard des artistes engagés dans la figuration narrative dans le monde anglophone, qui n'a suscité l'intérêt des historiens de l'art que très récemment. C'est la nouvelle publication en français du texte sur Fromager, avec en vis-à-vis la version anglaise, accompagnée d'un texte sur même artiste de Gilles Deleuze, qui a fait connaître l'essai de Foucault aux chercheurs anglo-américains. Cette double publication a aussi aligné le texte de Foucault sur celui de Deleuze et ses interprétations de la visualité chez Foucault. L'effet inattendu de cette publication commune sur la littérature postérieure a été l'effacement des positions de Foucault sur la peinture. Le texte sur Fromager, mais aussi les textes antérieurs, au profit des interprétations que Deleuze en donne, notamment dans son Foucault, traduit en anglais avant le texte sur l'artiste, avant le texte sur Fromager. Les textes de Foucault sur la peinture se caractérisent par une grande variété de genres. Les suivantes constituaient le premier chapitre d'un livre épais sur le langage et le discours. Nous ne connaissons le texte sur Manet qu'à travers la transcription d'une conférence, mais nous savons qu'un ouvrage consacré au peintre avait été envisagé. Peut-être je prends un peu de l'eau maintenant.
Quant à l'essai sur Magritte, il s'agit d'un hommage à l'artiste juste après sa mort. D'un memento mori, on peut dire, sous forme d'article, qui s'est transformé plus tard en petit livre. L'essai sur Fromager, lui, était destiné au catalogue d'exposition d'un ami engagé à ses côtés. Ces différentes manières d'écrire sur la peinture, chapitres de livres, conférences, articles d'hebdomadaires, transformés en petits livres et textes de catalogue d'exposition, dénotent certes une grande variété de formes, mais une lecture attentive des textes fait apparaître une relative constance dans le contenu de la réflexion fondée sur l'historiographie de l'art français. De plus, la réflexion de Foucault sur la peinture a suivi un cours cohérent depuis la tentative inaugurale de la comprendre comme discours et pensée visuelle, jusqu'à la critique finale de la dominance exercée par la photographie dans l'art contemporain et les mass media. Aurait-il vécu plus longtemps? Il est impossible de savoir si Foucault aurait à nouveau écrit sur ce sujet. Les deux premiers ouvrages s'étant intéressés à la pensée de Foucault sur la peinture, apparus au début du XXIe siècle, s'intégraient parfaitement à l'historiographie des écrits de Foucault, que je déroule devant vous. On peut même considérer ces ouvrages comme leur résultante directe. En 2003, le livre de Gary Shapiro sur Foucault et Nietzsche comparait les deux philosophes au regard de leur compréhension des questions relatives à la vision. Il s'agissait de la première approche cohérente de l'esthétique de Foucault à travers ses écrits sur la peinture, même s'il faut signaler le court essai de Stefano Cartucci, La pensée peinturale, qui date du colloque de Cérici de 2001 et fournit une vue d'ensemble des textes de Foucault et des questions qu'ils abordent. La méthode comparative de Shapiro établit des rapports entre les textes de Foucault sur la peinture et ses autres écrits, en même temps qu'il insiste sur l'importance de Merleau-Ponty et d'autres philosophes de l'après-guerre sur sa pensée. Il reviendrait par la suite sur les aspects du livre de Shapiro. Je reviendrai. Oui. Pour sa part, le livre de Joseph Tanky, qui date de 2009, a pour titre Foucault's Philosophy of Art, A Genealogy of Modernity. Aborde de nombreuses facettes des écrits de Foucault sur les arts visuels qu'il tente de rapprocher du projet philosophique d'ensemble de Foucault et en particulier sur soi et de la subjectivation que l'on rencontre dans les livres sur la sexualité et les séminaires postérieurs ici au Collège de France. Tant que précise qu'en examinant les écrits de Foucault sur l'œuvre d'art, il a pour but de comprendre comment ce qu'il appelle cette généalogie perdue s'intègre à, je cite, l'ontologie historique de nous-mêmes. J'ai déjà exprimé le point de vue selon lequel cette généalogie, en fait, n'avait pas été perdue pour l'histoire de l'art, même si sa dimension différait grandement pour la France et pour les États-Unis. Tant que cherche à mettre tous les écrits de Foucault en relation avec une conception de l'art moderne
comprise comme une forme de travail éthique. Tandis que Tanque admet que son approche est éloignée de celle historiographique que j'emprunte ici, il qualifie par exemple Foucault de non chronologique. Ces arguments renvoient plus ou moins à l'intention déclarée de Foucault dans Les mots et les choses, de présenter une interprétation de l'opération du langage dans le discours de la modernité. Par contraste, et plus en accord avec certains aspects de la réflexion de Shapiro, je cherche à comprendre l'approche de la peinture par Foucault comme une tentative pour la saisir à la fois dans son temps à elle et dans son présent à lui. Contrairement aux vues de Tanque, selon lesquelles le chapitre sur Velázquez différait énormément sur le seul plan historique de l'interprétation du surréaliste Magritte, et plus encore du gauchiste Fromager, dans l'après 78, j'entends démontrer que Foucault s'était adonné à des recherches et connaissait bien son histoire de l'art. Les examens des écrits de Foucault m'ont mis en face d'une approche extrêmement complexe. Foucault tente tout à la fois de travailler au sein de l'histoire de la peinture, considérée comme théoriquement apte à sa tâche, en même temps qu'il cherche à comprendre la signification d'œuvres particulières à partir d'une position ancrée dans l'esthétique européenne. Je vous remercie. Merci pour cet exposé d'introduction, l'ensemble des conférences. Oui. Vous allez accepter de répondre à des questions? Oui, bien sûr. En anglais ou en français? En anglais ou en français, selon les cas. Alors, moi, je vais peut-être poser la première pour lancer un petit peu la discussion. En fait, j'en ai plusieurs questions, mais la première, vous donnez le sentiment qu'au fond, la fortune des quelques passages qui sont quand même assez isolés de Foucault sur l'histoire de l'art ou sur la peinture, disons, que les passages de Foucault sur la peinture, qui sont isolés, ont eu finalement une fortune plus grande dans l'histoire de l'art américaine que dans l'histoire de l'art en France. Est-ce que c'est votre sentiment ce serait la première question, une sorte de comparaison du destin de ces quelques idées qu'il a lancées des deux côtés. C'est une bonne question, parce qu'ils ont la réputation des écrits sur la peinture, de ces écrits sur la peinture, ont eu une histoire très différente entre les deux pays, comme j'ai dit, comme vous avez vu. Mais pour moi, je crois que Foucault a fait une grande intervention en Amérique, en Anglo-Amérique, vraiment en britannique aussi, parce qu'il est arrivé soi-même et aussi avec ses écrits sur la peinture au même temps que l'intérêt sur French Theory est arrivé en Amérique, en histoire de l'art, oui. Et c'est lui qui a fait l'intervention avec French Theory.
Mais c'est aussi parce qu'il était là soi-même. Il a parlé à beaucoup des universités là-bas, pas sur l'histoire de l'art, vraiment, pas beaucoup sur l'histoire de l'art. Mais il était déjà là, il était déjà connu, et les historiens de l'art l'ont trouvé plus tard que les autres dans les disciplines comme la vôtre, dans la littérature ou dans l'histoire. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi parler de la résistance à Foucault dans l'histoire de l'art américaine? Maintenant, oui. Et même à ce moment-là, À qui ce avait une moment-là. tradition de connaisseurship qui Oui, était, oui, oui. au fond, beaucoup plus forte que Oui, oui. dans l'histoire de l'art Oui. française, qui a souvent été plus philosophique, puisque les historiens de l'art en France, ils n'avaient pas été formés comme historiens de l'art, Pas pour du la tout. plupart. Donc, tandis qu'aux États-Unis, il y avait une très forte tradition de connaisseurship qui, au fond, il y avait aussi plus de résistance, non? Oui, c'est ça que j'ai suggéré un peu, qu'il y avait deux approches pour des historiens de l'art à ce temps-là. Les approches formelles qui vous nommez les approches de connoisseurship, des connaisseurs, et aussi des approches iconographiques, parce que Panofsky était très fort là, pour beaucoup des années avant que Foucault est arrivé. Alors oui, nous avons eu une tradition de la connoisseurship qui est aussi maintenant très, très forte dans beaucoup des cercles de l'histoire de l'art. Et aussi, il y avait des approches iconographiques. Ces approches iconographiques sont un petit peu plus semblables à certaines approches en France à ce moment-là, mais aussi, comme vous avez dit, avec raison, nous avons ici en France beaucoup de la tradition de la philosophie dans l'histoire de l'art. Avant la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et après aussi. Oui, lié à la formation. Oui, oui, oui. De la plupart des grands historiens de l'art en France qui n'étaient pas historiens de l'art au départ. Oui. Comme Merleau-Ponty, il a écrit sur l'histoire de l'art. Aussi, Jean-Paul Sartre a écrit sur l'histoire de l'art. Vous avez des philosophes et aussi, en même temps, des historiens de l'art qui parlent philosophiquement, je crois. Oui.